Bien. Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie pour votre invitation. Donc, je vais essayer en moins d'une heure de vous présenter à la fois l'organisation politique et le développement historique d'une formation politique précoloniale qui a survécu jusqu'à aujourd'hui, même si elle a perdu sa souveraineté avec la colonisation. Elle a su se réorganiser au sein de l'appareil d'État malgache postcolonial pour conserver une forme d'autonomie culturelle et politique. Et c'est la royauté sacrée en tant qu'Argne. Donc celle-ci a été fondée dans le massif calcaire jurassique de l'Encarne, visité par le commandant Cousteau à l'époque, qui l'a rendu célèbre. Mais cette forteresse naturelle a été occupée et a eu un rôle fondamental depuis plusieurs siècles dans la région nord. Donc elle a été fondée autour du massif calcaire, de ce massif calcaire, au sein duquel ont été enterrés ses premiers souverains, d'accord, ses premiers rois. Et elle a été aussi fondée dans les vallées alluviales de trois fleuves principaux. Je ne sais pas si vous voyez sur la carte. Donc les vallées alluviales de la Mananzeb, de la Mahavav et de l'Ifas. Et la vallée alluviale de la Bémarive aussi, sur la côte est. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'elle a été fondée dans une région, le nord-ouest de Madagascar, qui est un pôle historique fondamental pour comprendre le développement de la Grande Île, autour de la baie d'Ampasindav à Nosy Be. Pour rappel, vous avez au IXe siècle l'introduction de l'élevage bovin à Madagascar qui se fait par Nosy Be et par la baie d'Ampasindav, d'après les derniers travaux archéologiques. Vous avez évidemment la première ville malgache fortifiée, Mailaka, qui s'y développe en rapport avec le couloir Swahili, la cité-État de Kilwa, en gros entre le Xe et le XIVe siècle après Jésus-Christ. C'est aussi le lieu où le nord, d'importantes échelles commerciales, Swahili, arabo-persanes et austronésiennes, se sont développées entre le Xe et le XVIe, XVIIe siècle, jusqu'à l'arrivée des Européens et de la piraterie, des Portugais notamment. Donc vous avez l'échelle de Langan dans la baie de Mahazamba. Voilà, je ne sais pas si... oui, on voit c'est tout en bas, dans la baie de Mahazamba, l'échelle de Langan, oui. Excusez-moi, si vous êtes un bâton. D'accord. Voilà. À la limite, est-ce que vous m'entendez quand je parle naturellement? Non, le micro c'est mieux? Parce que c'est plus handicapant, bon, pour pouvoir. Donc vous avez l'échelle de Langan, l'échelle de Sada, voilà, l'échelle de Sada qui était située à peu près à ce niveau-là. Vous avez ensuite l'échelle commerciale de Vohemar, d'accord, tout à fait sur la côte est, au nord-est. L'échelle commerciale d'Irodu et de Bemanevika, vers Bémarive. Voilà. Donc vous avez des échelles commerciales très importantes pendant plusieurs siècles, qui étaient des interfaces portuaires avec le monde austronésien, le monde bantou et swahili, et arabo-persan et indien. Et puis c'est aussi le nord, le lieu de l'arrivée de la piraterie occidentale chassée des Antilles, à la fin du XVIIe et au début du XVIIIe siècle. Vous avez de nombreux pirates qui se sont installés dans les embouchures de toute la région nord. Et enfin, quelque chose qui est passé un peu à la trappe de l'histoire de Madagascar, sur la baie d'Ampasindav, vous avez probablement le premier proto-État malgache qui s'est développé entre, on va dire, 1600 et 1645, et qui a été décrit dans les archives comme la formation politique la plus puissante, la plus riche, la plus peuplée de toute l'île de Madagascar. Différents noms dans les archives, on appelle ça Kunkumar, Itingumar, Tingimar aussi, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont placées aux embouchures, des femmes du souverain, des filles, des sœurs, dans des lieux stratégiques, il y a une filiation matrilinéaire. Donc voilà, c'est un lieu chargé d'histoire, et la royauté en tant qu'Argne est fondée par un clan royal de ce premier proto-État malgache qui s'effondre au milieu du XVIIe siècle pour des raisons que je ne veux pas développer, je n'ai pas le temps, mais on pourra y revenir si vous voulez dans la discussion. Alors,
Du point de vue de l'organisation de cette royauté sacrée, c'est à l'origine une formation politique tribale. D'accord ? Ce n'est pas un État. Ça veut dire que les unités constitutives de cette formation politique, ce sont des clans et des groupes de descendance, c'est-à-dire des groupes de parenté qui ont des ancêtres en commun. Voilà. Donc je ne rentre pas dans les détails. Et ce qui est intéressant, c'est que ces clans, ces groupes de descendance résidentielle qu'on appelle Firazangana, qui ont une position statutaire dans une hiérarchie entre groupes aristocrates et groupes roturiers, sont dispersés le long des cours d'eau et le long du littoral principalement, ou alors dans la montagne d'Ambre aussi, hein, parce que vous avez des groupes originaires de la montagne d'Ambre au nord, évidemment dans le massif de l'Ancarne. Donc ces groupes de parenté sont autonomes du point de vue de la subsistance. Ils vivent de la riziculture sur brûlis, ils vivent de la chasse, de la cueillette, de la pêche. Ils vivent évidemment de l'élevage bovin, qui est très important jusqu'à la fin du 19e, début du 20e. C'est l'impôt de capitation coloniale qui va faire disparaître les grands troupeaux bovins au nord de Madagascar. C'est-à-dire, l'administration coloniale elle a besoin de main-d'œuvre dans le nord avec le développement des plantations et elle va essayer d'attaquer l'autosubsistance économique de ces groupes de descendance en diminuant la taille des troupeaux pour essayer d'avoir de la main-d'œuvre sur les plantations. Donc on a des groupes de descendance qui sont plus ou moins autonomes d'un point de vue économique et qui vont s'intégrer, qui vont être reliés, associés entre eux, à partir d'alliances interclaniques à plaisanterie, qu'on va appeler les relations de loitéin en malgache. C'est-à-dire, pour faire court, je pourrais développer, mais le lointain, c'est celui qui s'occupe de vos morts. C'est-à-dire, lorsque vous avez un membre de votre groupe de descendance qui décède, le lointain vient, apporte éventuellement un zébu, éventuellement du riz, va nettoyer le corps à votre place et va avoir toute une série de fonctions, si vous voulez, et c'est réciproque, hein, c'est entre groupes. Ce sont des alliances interclaniques à plaisanterie qui sont essentielles. Hein, c'est pas seulement dans le Nord, hein, on appelle ça les IVA sur la côte Sakhalave. Vous avez énormément de relations comme ça entre les groupes de descendance qui sont fixes à Madagascar et qui sont toujours actuellement extrêmement vivantes. D'accord ? Ce sont des relations d'alliance où le tabou, c'est de ne pas se faire souffrir mutuellement. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de s'insulter, on n'a pas le droit de se combattre, et on exige le respect, etc., entre lointain. Donc c'est une institution qui est très importante dans le nord de Madagascar. Donc, intégration politique par des relations d'alliance interclanique à la plaisanterie, par des alliances matrimoniales, évidemment, entre les clans et les groupes de descendance, ça va de soi, mais aussi intégration par, on va dire, un système rituel, c'est-à-dire l'organisation de cérémonies collectives, une organisation qui va reposer sur l'assignation de tâches rituelles spécifiques aux différents clans et groupes de descendance lors de cérémonies collectives royales, c'est-à-dire qui sont chapeautées et commandités par le souverain en tant qu'arme. Donc ça, c'est vraiment le système rituel des royautés sacrées est quelque chose qui permet l'intégration politique des différents clans et des différents groupes de descendance. Et je vous dirai deux mots sur le principal rituel qui engage les principaux groupes de descendance de la royauté en tant qu'arme qu'on appelle le Tsangatseng, la cérémonie d'élévation du mât royal. Alors, intégration aussi au niveau politique. C'est-à-dire que jusqu'à la colonisation, vous avez une forme de souveraineté en tant qu'arme, c'est-à-dire on peut mobiliser des hommes armés et on peut combattre et souder et organiser ces différents clans, ces groupes de descendance au sein d'une armée qui va porter le fer, qui l'a porté contre l'armée Merne, qui l'a porté contre des troupes Sakalave, etc., etc. Et qui a combattu aux côtés des Français, d'accord, au moment de la colonisation, au passage. C'est-à-dire que vous avez les Entencarnes qui ont fourni des troupes et qui ont combattu l'armée Merne à la fin du XIXe siècle, aux côtés des régiments français. Alors, intégration religieuse, politique et par la parenté, c'est ce qui constitue, si vous voulez, les contours de la formation tribale politique, sachant que ce ne sont pas des États,
Donc vous n'avez pas des frontières territoriales westphaliennes qui délimitent un territoire extrêmement précis. Le territoire, ce sont des repères géographiques, ce sont des fleuves par exemple, et ce sont surtout des centres de rassemblement comme le massif calcaire de l'Ancarne, d'accord, avec les capitales royales qui ont changé de place au cours de l'histoire, qui peuvent être du côté d'Ambiloubé, fleuve Mahavav, qui peuvent être à Marivoran, du côté de la Mananzeb, qui ont pu maintenant aujourd'hui en Batwaran, c'est du côté du massif de l'Ancarne. Donc vous avez les capitales royales, si vous voulez, qui se sont déplacées au cours des conjonctures politiques et historiques. Alors, la spécificité de la royauté, de cette royauté en Tancarne, c'est qu'en fait, elle a la même, pendant plusieurs siècles et encore aujourd'hui, elle a le même système de parenté que les tribus segmentaires voisines Simieti. D'accord, un peu plus au sud, hein, c'est-à-dire au niveau de la Soufia, au sud de la Soufia, d'accord, dans le couloir de l'Anjron, comme on appelle. Même système de parenté. Par contre, donc même système de parenté que le pays de Simiet, même système de parenté que les pays Sakalav du Bouin et de la région d'Anna-la-Lave, mais par contre, vous avez un système rituel qui est très spécifique et singulier et qui diffère à l'échelle de l'organisation des cérémonies collectives de celles qui sont pratiquées notamment dans les royautés divines sakalaves voisines. Donc ça, c'est la première particularité, c'est-à-dire que vous avez même système de parenté, vous avez même pratique rituelle au niveau du cycle de vie, les mêmes rituels autour de la naissance, de la sortie de l'enfant, les mêmes rituels autour de la coupe de cheveux des premières dents, les mêmes rituels autour de la circoncision, des rituels similaires aussi au niveau des alliances matrimoniales, les rituels de mariage. Au niveau des funérailles, vous avez des rituels qui diffèrent, par contre, pour l'ancestralisation des morts des groupes de descendance. Et là où vraiment il y a, il y a une rupture très importante dans l'intégration politique, encore une fois, c'est à l'échelle des cérémonies royales collectives. C'est vraiment la particularité. La double particularité pour constituer un corps politique, ce n'est pas vis-à-vis de la parenté, ce n'est pas au niveau des rituels du cycle de vie liés au groupe de descendance, ce n'est pas au niveau des formes de production économique d'autosubsistance. Tout ça, c'est partagé avec les Sakalaves, avec les Tsimiettes, etc., avec les pays Sakalaves et Tsimiettes. Par contre, ce qui fait la singularité de la formation politique en tant qu'Arne, ce sont ces cérémonies royales collectives, d'une part, et ce sont les institutions de la souveraineté qu'elle a développées, c'est-à-dire les modalités d'exercice de la violence légitime et impunie. À savoir que vis-à-vis des royautés divines sakalaves, les royautés en tant qu'Arne n'ont jamais eu un accès direct au commerce de longue distance. C'est-à-dire que historiquement, notamment au XVIIIe siècle, lorsque la royauté en tant qu'Arne est fondée, elle est obligée de faire avec la situation de monopole des royautés divines sakalaves qui contrôlent les interfaces portuaires dans la région nord. Et pourquoi c'est central ? C'est central parce que qui dit commerce de longue distance dit insertion dans la traite esclavagiste, d'accord, indiano-océanique, et donc dit acquisition d'armes et de munitions en échange d'esclaves. Donc vous avez une organisation politique chez les Antancarnes qui ne repose pas sur l'esclavagisme, contrairement aux royautés voisines sakalaves. Et ça, c'est une différence centrale. C'est-à-dire que chez les sakalaves, d'Anna-la-Lave, de Nosibé, du Bouin, vous avez une caste de serviteurs royaux constitués de Razangoulou et de Sambiarive, qui sont soit des esclaves, soit les descendants des premiers chefs autochtones qui ont fait alliance et qui ont donné des femmes à l'étranger conquérant qui a fondé le royaume sakalave. Il y en a eu plusieurs, hein, et qu'on appelle des Ives, justement des parents à plaisanterie, et ce sont eux qui fournissent la couche à la mort du souverain, par exemple. Vous avez la mise à mort parmi eux jusqu'au XIXe siècle d'un de leurs membres quand un souverain sakalave décède. Chez les Antancarnes, ce n'est pas du tout le cas parce qu'il n'y a pas d'esclaves qui participent, si vous voulez, de l'administration du royaume. Tout simplement parce que historiquement, le royaume a été fondé en dehors d'un accès direct, monopolistique, à la traite. Donc ça, c'est vraiment un point central qu'on va voir. C'est pour ça que le système rituel des cérémonies royales diffère complètement
Chez Sakala, vous avez le Fitampua, vous avez les reliques royales, vous avez les cultes de possession de Chomba, etc. Chez les Antankarnes, vous avez d'autres formes rituelles qui sont fondamentales. Alors, comme je vous le disais, du point de vue des Fumbajazana, des coutumes ancestrales, il y a un pot commun avec le pays de Simiet et le pays Sakalav. C'est ça qui est intéressant. Si vous regardez, vous avez du Mouring, la fameuse lutte boxe traditionnelle. Vous avez les fraternités de sang, les Fatidra. Vous avez des alliances interclaniques à la plaisanterie, j'en ai parlé, les Loitines. Vous avez l'importance des tabous, avec, disons, une typologie qui est valable aussi bien alors, en pays Sakalav qu'en pays Antankarne, c'est-à-dire les tabous de la terre, les Fadintan, les tabous royaux, Fadin Panzaka. Vous avez les Fadid Razaga, les tabous des ancêtres de vos propres groupes de descendance, et puis vous avez les tabous des moisses, des devins guérisseurs ou des possédés, des Chumba. Voilà. Donc on retrouve ça un peu partout. Vous avez les mêmes types d'invocations sacrificielles qu'on appelle les Tzur, d'accord, avec toute une catégorie de Tzur, hein, le Tsakafar par exemple, qui est une forme de vœu rituel où vous vous engagez à sacrifier ou à faire des offrandes ou à sacrifier un zébu si votre vœu est réalisé dans les mois à venir. Et puis vous avez le Tzur Vaktan par exemple, quand vous voulez fonder une agglomération humaine, ou le Tzur Vaklagnichi, le Tzur Mialatsing, etc. C'est-à-dire, en fonction de l'objet de la demande, vous avez une différenciation des catégories d'invocation sacrificielle. Donc ça, c'est commun au pays Tsimiet, au pays Sakalav, au pays Antankarne. Vous avez évidemment, je vous le disais, les rituels du cycle de vie, hein, que ce soit les pratiques ranguinales, c'est-à-dire le fait que les femmes utilisent de l'eau froide à la naissance hein, pour se baigner, ou que ce soit l'enterrement du placenta, par exemple, qui est important. Vous avez, je ne vais peut-être pas tous le faire, mais vous avez, si vous voulez, des grandes cérémonies, par contre, qui diffèrent, mais qui ont toutes pour point commun le fait d'organiser, d'une part, les relations dans le temps des sujets à leur parenté et à leurs ancêtres, et d'autre part, d'organiser les relations dans l'espace entre les différents groupes de descendance et les clans. On pourrait dire que c'est la fonction politique première des grandes cérémonies royales. Alors je vais y arriver justement, c'est-à-dire la spécificité du Fanzakan Antankarne, c'est-à-dire du mode de gouvernement de la royauté Antankarne. Donc son premier souverain, Anjian Serut, alors il y a un écart, si vous voulez, dans le petit fascicule qui vous a été remis, on a repris la version des traditions orales. Les traditions orales, en fait, qui datent de la seconde partie du XXe siècle au niveau de la chronologie qui est proposée. Quand vous comparez avec les archives, en fait, on a une autre chronologie. C'est-à-dire que les traditions orales vous disent le royaume est fondé à la fin du XVIIe siècle. Si vous travaillez avec les archives, on trouve que c'est plutôt au milieu du XVIIIe siècle. Une cinquantaine d'années d'écart, hein, c'est pas exceptionnel. Donc vous avez le premier souverain, Anjian Serut, qui est le chef âgé d'un clan royal de l'ancien proto-État de Tingimar, qui était dans la région, développé au début du XVIIe siècle. Un clan royal par les femmes, d'accord. Et vous avez un court règne en fait qui est permis, institutionnalisé par un événement, c'est pour ça qu'on a pu le dater dans les archives, c'est-à-dire que vous avez le royaume du Bouin qui, à la fin, au départ de la piraterie occidentale de la région nord, décide de sécuriser les interfaces, les embouchures, les interfaces portuaires, et de reprendre le contrôle des lieux où étaient installés les pirates dans la région nord. Et donc, vous avez le royaume du Bouin, centré sur Majinga, qui envoie une armée pour pouvoir sécuriser ces lieux. C'est de la géopolitique. Hein. Et vous avez 3 ans... Donc, vous avez un chef de l'ancien clan royal du royaume de Tingimar qui s'était décomposé en chefferie, qui refuse de se soumettre à cette armée. Et donc qui va se réfugier d'abord dans le massif karstique de l'Ankarne, et ensuite, poursuivi par les armées Sakalav, va aller dans la région de Marwansetch, à la baie d'Antongil. Et ce qui le sauve d'une certaine manière, c'est que vous avez le souverain du Bouin d'alors qui décède, et c'est son frère qui est à la tête des armées dans le nord. Et donc son frère, le frère du souverain décédé, décide de faire valoir ses droits à la succession du côté de Majinga. Donc
il reprend ses armées et il retourne à Majinga pour faire valoir ses droits à la succession. Il va y avoir une guerre civile qui va durer plus de 7 ans entre les héritiers putatifs de la royauté du Bouin. Et du coup, vous avez cet héritier putatif, le frère du souverain décédé, qui propose à ce chef de clan, qu'on appelle Anjean Serut, de conduire une formation politique autour du massif de Lancarne en étant son vassal. C'est-à-dire en payant un tribut et en reconnaissant, on pourrait dire d'une certaine manière, sa suzeraineté à l'égard du royaume du Bouin. Et donc vous avez une fondation dans ce cadre-là de la royauté en Tancarne qui explique aussi qu'à l'époque, il n'y a pas beaucoup de moyens militaires du côté du royaume en Tancarne, de par la surpuissance du royaume du Bouin voisin. Quand vous avez le traitant Nicolas Meyer, à la fin du XVIIIe siècle, dans la seconde partie du XVIIIe siècle, qui fait tout le tour de la région nord pour essayer de développer la traite esclavagiste avec les Entancarnes, le roi Lambouin, qui est le fils d'Anjean Serut, peut mobiliser 500 hommes armés dans toute la région nord. À la même époque, le royaume du Bouin mobilise à peu près 12 000 hommes armés. Donc vous voyez le différentiel, si vous voulez, de puissance militaire, qui explique donc en partie qu'on a dû construire la royauté en Tancarne sur des bases culturelles communes, même système de parenté, etc., des pratiques similaires, mais on a dû la construire politiquement du point de vue de la souveraineté, notamment de la maîtrise de technologies de destruction armée, de forces armées d'armement, et du point de vue aussi des cérémonies royales collectives, on a dû construire ça autrement. Il n'y a pas de relique royale, par exemple, chez les Entancarnes, il n'y a pas de mahabou, de nécropole royale gardée par les esclaves royaux, comme chez les Sakalaves, puisqu'on n'a pas accès à la traite esclavagiste. Donc il a fallu construire la souveraineté et l'organisation politique différemment. Alors comment on a construit ? Déjà, par des alliances. Par des alliances avec les anciens groupes constitutifs du royaume de Tingimar dans la région du Proto-État. C'est-à-dire que ces clans royaux, ces clans roturiers autochtones qui habitaient depuis plus d'un siècle dans la région, quand on a fondé la royauté en Tancarne, on a fait des alliances matrimoniales avec eux et des alliances aussi politico-religieuses. Et on a pu faire ces alliances dans le cadre d'un grand rituel qui s'appelle le Tsangatseng, la cérémonie d'élévation du mât royal, qui est en fait une cérémonie d'intronisation du souverain en Tancarne. Et donc, si vous voulez comprendre l'organisation politique de la royauté en Tancarne, il faut comprendre comment est organisé le Tsangatseng. Alors, j'ai quelques photos. Voilà, donc là vous avez le souverain Tsimiar III, d'accord, Lordan Tsangatsen, en haut à gauche. La photo de droite, en haut à droite, vous avez. Pardon. Voilà. Ici, vous avez le Manantan Tsimarouf Bey Saïd, qui était considéré entre guillemets comme le Premier ministre du souverain en Tancarne. Non. Hop, pardon. Voilà, ici, de face. Qui est décédé il y a 2 ans, malheureusement. Il est du clan Tangal, c'est-à-dire ce sont ceux qui sont les roturiers autochtones qui ont le contrôle rituel du massif de Lancarne et qui ont donné l'accord d'inhumation aux souverains étrangers en Tancarne qui viennent de Lanjoun pour avoir leur tombeau dans le massif de Lancarne lors de la fondation du royaume. Et à l'origine, ce sont des groupes guerriers qui viennent de Marwan Sech, de la baie d'Antongil, mais qui sont arrivés avant la lignée royale en Tancarne. Ça bouge beaucoup dans la région, comme partout à Madagascar. Vous avez évidemment l'élévation, la fameuse élévation du mât en Batouaran. Vous voyez, vous avez le grimpeur qui va accrocher les drapeaux malgaches et en Tancarne en haut du mât. Et alors voilà, voilà c'est cette cérémonie du Tsangatsen, voilà, la fameuse cérémonie d'élévation du mât sur laquelle je vais revenir. Je vous montre quelques photos, puis après je vous explique comment ça fonctionne. Voilà. Donc là, on est toujours en Batouaran. Ce sont des photos de différents Tsangatsen, d'accord ? C'est pour ça que ça se passe pas toujours, la prise n'est pas toujours au même endroit, bien que le mât soit planté au même endroit.
Voilà, et avec le fameux drapeau en tankarne, alors le drapeau malgache aujourd'hui, et puis en dessous le drapeau en tankarne avec une étoile et un croissant de lune. Pour la petite histoire, je me suis toujours demandé pourquoi ce croissant de lune et cette étoile. Il faut savoir que cette cérémonie a lieu dans la phase de transition entre la saison sèche et la saison humide. Et que, comme toute royauté sacrée, le système rituel est censé pouvoir être connecté avec des puissances invisibles qui vont permettre de faire tomber la pluie, qui vont permettre de contrôler la foudre éventuellement, qui vont permettre de contrôler l'ensoleillement, le régime des vents, etc. Et donc, la cérémonie de réintronisation a lieu toujours juste au début de la saison des pluies, tout au début, au mois de novembre, dans le nord, c'est-à-dire l'arrivée des premières pluies. Et ce qui est intéressant, c'est que quand j'ai participé, j'ai fait au moins 3 ou 4 Tsangatsen, ça a lieu en ce moment tous les 5 ans. Avant, ça n'avait lieu qu'une fois, avant la Seconde Guerre mondiale. C'est Mohamed Sialan III qui a instauré la périodicité tous les 5 ans après la Seconde Guerre mondiale, probablement pour que ça corresponde avec le temps électoral des élections qu'on a instituées à l'époque. Ça permet aux candidats, députés, maires, etc., de venir visiter à chaque fois les responsables du Tsangatsen pour demander une bénédiction pour leur élection. Petite parenthèse. Voilà. Donc, si vous voulez, juste pour la signification, les travaux à Ambiloubé, où on rabote les bois et on les prépare, les 2 mâts, qui vont être joints et sarclés afin d'être érigés et plantés en terre, ont lieu et doivent être terminés dans une phase où vous avez le soir la lune en croissant, le croissant de lune et cette étoile qui apparaît au milieu. C'est-à-dire que vous avez un repère astronomique qui permet, si vous voulez, d'ordonner dans le temps les séquences de l'organisation rituelle. Donc ça, je pense que c'est l'origine de ce symbole sur le drapeau. Alors, quelle est la particularité de ce mode de gouvernement ? Les groupes roturiers, notamment ceux du Manantan, que je vous ai montré tout à l'heure, vont vous dire la particularité de notre souverain, c'est qu'il doit encadrer le gouvernement de la terre. Excusez-moi, le gouvernement de la terre, c'est-à-dire le fait de respecter les tabous de la terre. Et le fait de réussir à capter, à canaliser l'énergie de la terre pour la transformer en Asing, en puissance, j'allais dire, efficace, sacrée. D'accord, c'est un concept que vous connaissez bien. Et la particularité du roi en tankarne, c'est qu'il est considéré comme le maître des ancêtres, Tomponirasana, mais aussi comme le substitut vivant des ancêtres des groupes de descendance en tankarne. Ça, c'est un point important. D'ailleurs, Sulun-Inrasana, il est considéré, le souverain, comme le représentant vivant qui incarne les ancêtres de tous les groupes de descendance du royaume. On dit aussi qu'il est la porte qui permet de communiquer avec tous les ancêtres des groupes de descendance. Et donc vous voyez que dans les croyances religieuses et dans le système rituel, la différence avec les Sakalaves, c'est que dans les royautés divines Sakalaves, on appelle les sujets en tankarne les esclaves de la divinité. Chez les Antankarnes, et on considère les rois divins, Sakalaves, comme des divinités. Chez les Antankarnes, on les considère comme des substituts vivants des ancêtres. Et les sujets, on les appelle les Mpangaraka, ceux qui suivent. Donc, l'idée est qu'il faut réussir à fédérer et à porter une parole collective. Donc le roi, c'est celui qui incarne la parole de tous les groupes de descendance qui se sont mis d'accord sur les enjeux principaux par rapport au fonctionnement du royaume. Et donc sa sacralité pour les Antankarnes, la sacralité du souverain qui a été choisi, elle dépend de sa capacité à porter une parole vis-à-vis notamment des étrangers, de l'extérieur, etc., vis-à-vis de l'État malgache aujourd'hui, qui est censé traduire la volonté générale des groupes de descendance Antankarnes. Donc en fait, vous avez là plutôt une démocratie clanique dans ce mode de fonctionnement.
c'est pas une démocratie libérale, évidemment, hein, c'est pas un individu, une voix, mais vous avez une représentativité des groupes de descendance et des clans qui gouvernent aux côtés du souverain à travers des conseillers élus, les Manantan, qui supervisent plusieurs agglomérations, les Fatelu, qui supervisent une seule agglomération, et les Rangai, qui sont l'échelon le plus bas des conseillers royaux, qui donnent un coup de main en fait et qui obéissent aux ordres des Manantan et des Fatel. Puis à côté de ça, vous avez les Anadouanes, c'est-à-dire les conseillers royaux qui sont d'origine aristocratique. Et vous avez le gouvernement du royaume qui encadre le souverain dans ses décisions et qui lui permet d'agir, puisque la décision collective qu'il incarne ensuite est répercutée dans les initiatives des représentants des groupes de descendance. Donc ça, c'est vraiment la spécificité de cette démocratie clanique qui tranche vraiment sur l'organisation des royautés divines Sakalav, qui sont beaucoup plus verticales, beaucoup plus hiérarchiques, où il y a une certaine mise à l'écart des groupes de descendance nobles et roturiers du gouvernement, parce qu'il existe une administration, une caste de serviteurs royaux, qui gouverne aux côtés du souverain et qui exclut du coup les groupes de descendance nobles et roturiers du gouvernement. Les Antankarnes n'ayant pas cette administration et cette caste de serviteurs royaux, vous avez une intégration aux côtés du souverain, donc de ces conseillers nobles et roturiers qui représentent les groupes du royaume. Donc dans l'imaginaire, en fait, c'est une forme de gouvernement pastoral. Il y a des analogies, si vous voulez, entre la manière dont on conduit et on gère un troupeau bovin et la manière dont on conduit les sujets, les groupes de descendance, on va dire, sur la route des ancêtres, qui est, par analogie, une forme de parcours de transhumance. Donc le souverain est considéré comme celui comme une forme de pasteur, qui va guider, qui va encadrer, qui va pousser devant soi la multitude, troupeaux, des groupes de descendance sur la route des ancêtres. C'est en même temps le zébu de tête que les gens vont suivre. Il y a ces images dans les champs royaux qui sont développées. Et donc, c'est au propre comme au figuré, c'est-à-dire c'est celui qui va guider les différents clans du royaume sur le chemin politique à suivre, en termes d'alliance, en termes d'intégration à des puissances régionales ou insulaires beaucoup plus fortes que celles du royaume Antankarne. C'est aussi celui qui va guider les clans sur la route des ancêtres en termes de bénédiction et de capture du Hachen à obtenir de façon rituelle. Donc c'est lui qui va superviser et organiser par délégation l'organisation des grandes cérémonies rituelles. Alors, on en arrive au Tsangatsen, ce fameux Tsangatsen, où là, par exemple, vous avez les descendants, alors à gauche, vous avez ce qu'on appelle les Topunni Azulai, c'est-à-dire ceux qui fabriquent les tambours royaux qui sont nécessaires à la réalisation des grandes cérémonies, et qui sont les descendants d'un roi qu'on appelle Bwanaaz, du côté de Maneoku, sur la route entre Ambanj et Ambiloubé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, si vous voulez, les alliances politiques et matrimoniales entre le souverain élu et tous les clans et les groupes de descendance du royaume sont renouvelées à l'occasion de cette cérémonie et sont performées à l'occasion de cette cérémonie, et c'est ce qui permet l'intronisation du souverain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va ériger à la verticale, donc comme vous l'avez vu sur les images, un mât qui fait plus de 16 mètres. La hauteur n'est pas laissée au hasard. C'est 2 mâts de 8 mètres. Et 8 mètres, c'est Valangil, c'est-à-dire ce sont les 8 ancestralités de chaque côté du père et de la mère dont on peut éventuellement se revendiquer en termes d'affiliation au tombeau. D'accord? Donc vous avez le chiffre 8 qui est central. Et ensuite, on rajoute, si vous voulez, à partir d'une longueur de doigt, on fait croître le mât, c'est-à-dire on rajoute à chaque fois une distance, une mesure qui correspond au nombre de règnes et au nombre de Tsangatsen organisés par le souverain vivant. Donc le mât, si vous voulez, grandit toujours un peu plus au cours du règne d'un souverain. D'accord ? Donc il fait plus de 16 mètres, il est planté évidemment un vendredi lorsque le soleil est au zénith dans la capitale royale. Vous avez un calendrier luno-solaire commun à tout Madagascar. Le vendredi et le zénith, ce sont les lieux les plus propices à l'organisation des cérémonies royales.
Cette érection du mât est l'aboutissement d'un cycle rituel qui se déroule du sud au nord du fleuve de la Mahavav et qui va durer pratiquement un mois. Alors, on va commencer, disons, un peu au départ. Première étape, on va aller chercher les mâts, les bois, les arbres dans la forêt, du côté d'Ansama Velung. Voilà, que vous voyez ici, là c'est le départ, la matinée, où on va chercher les mâts dans la forêt. Et donc, si vous voulez, vous avez une division clanique du travail rituel. Vous avez toutes les phases du rituel qui sont sous la responsabilité de certains représentants de groupes de descendance. Et donc vous avez une coordination, chacun sait les tâches qui lui incombent. Ça c'est quelque chose de fondamental et il les hérite de ses parents, de ses grands-parents, etc. D'accord ? Et c'est ce qui permet de reproduire les groupes de descendance en même temps à travers ce rituel. Chacun sait ce qu'il a à faire dans cette division clanique du rituel. Donc, première étape, ce rituel il est conçu comme une forme de mariage entre le ciel et la terre, symboliquement entre les étrangers, la lignée royale qui vient de Marangibat, du pays de Lanjun, et puis ceux qui avaient le contrôle rituel de la terre sur place, autour du massif de Lankarn, et qui avaient le contrôle des embouchures, c'est-à-dire le contrôle des fleuves. On va chercher le mât femelle, comme dans un mariage. C'est-à-dire, on se rend dans la montagne et on va couper le mât femelle, c'est-à-dire on va arracher la future épouse du souverain pour la ramener à la capitale. Alors vous allez me dire, mais on coupe aussi à côté un arbre mâle. Oui, mais on ne fait pas de rituel quand on le coupe, cet arbre. De la même manière que quand on se marie, dans le Nord, on fait un rituel autour de la femme pour couper d'une certaine manière les relations de la femme à sa famille et son intégration à son nouveau clan, à son nouveau groupe de descendance. Mais pour l'homme, on ne fait pas ce genre de rituel. Là, on fait la même chose avec les mâts. Et on dit que les mâts, en fait, on va chercher le mât mâle, qui représente le prince, qui n'est pas encore roi, et on dit qu'il fait le tzaluku, c'est-à-dire qu'il est parti habiter chez sa future épouse, alors que la règle de résidence veut que ce soit les femmes qui suivent les hommes dans leur lieu d'habitation. D'accord ? Et donc on va chercher ces deux mâts et on les ramène au campement. Et là on va commencer à les raboter, enlever l'écorce, etc. Toujours avec des chants, toujours avec du tambour. Donc je sais pas, voilà. Donc ça c'est pas le campement d'Ansama Velung, hein, c'est un Ocibé. Mais donc vous allez avoir des gens qui vont être chargés de la charpenterie en fonction de leurs ascendances aussi. Vous allez avoir une personne, un clan qui va être chargé d'amener la hache à partir de laquelle on va faire les entailles. Vous allez avoir des groupes qui vont être chargés de fabriquer la céramique en terre, d'accord, la poterie, qui va permettre d'accueillir l'encens et qui va permettre aussi de fabriquer. Il y a un groupe qui va aller chercher le miel, il y a un groupe qui va fabriquer les breuvages à base de miel et d'alcool fermenté, il y a un autre groupe qui va être en charge de garder la lune cassée en argent que l'on va planter en haut du mât. Bref, chaque groupe a une responsabilité. Il y a un groupe qui va être responsable d'amener les cordages à partir desquels on va porter le mât aux épaules sur près d'une centaine de kilomètres. D'accord, où les populations vont se relayer pour porter les mâts. Donc chacun a une fonction en fonction de son ascendance. C'est un point qui est fondamental, la division clanique du rituel. Vous avez des groupes roturiers, les Manantan, au sud, au nord, qui vont superviser l'ensemble des opérations, par exemple. Ça va être leur responsabilité. Vous avez les descendants du roi Boanahaz, par exemple, que j'ai montré tout à l'heure. Eux, ce sont les tambours royaux. Vous avez les descendants des enfants du premier souverain de Tingimar, d'accord, du proto-État originel. Eux, ils vont être responsables d'apporter le miel. S'il n'y a pas de miel, il n'y a pas de rituel. C'est clair. Et quand vous discutez sur la raison de cette division clanique du travail rituel, l'explication qu'on vous donne, c'est, en fait, c'était la seule manière de faire accepter dans le cadre de cette démocratie clanique qu'il n'y ait qu'un seul souverain. Parce que vous aviez les parents du souverain qui étaient tout aussi légitimes à revendiquer le trône. Et donc on a dispersé
et on a attribué à chacun une tâche dans la cérémonie d'intronisation. Donc vous avez beaucoup de groupes d'origine royale qui participent, aussi des groupes roturiers, puisque c'est une alliance entre les roturiers et les nobles qui est symbolisée. Et donc on a dispersé, on a réparti les tâches, parce que comme ça, on sait que si vous avez un ou deux groupes qui ne participent pas, le rituel d'intronisation ne peut pas se tenir. Donc si vous voulez, l'influence politique de chaque groupe noble, de chaque groupe roturier, est corrélative au fait qu'en leur absence, il n'y a plus de rituel. Cela signifie que si le mât est implanté en terre et la cérémonie terminée, cela signifie que tous les groupes qui ont une charge rituelle de par leurs ascendances, de par les alliances passées qui ont fondé le royaume, ça signifie qu'ils ont tous participé à l'organisation de ce rituel, donc il y a une forme de légitimité du souverain qui est née de cette alliance de la terre et du ciel. Parce que la symbolique, elle est parfaitement commentée par les gens, les toponyasa qui organisent le rituel, c'est-à-dire on va féconder la terre en plantant le mât. D'accord ? Donc c'est conçu comme presque un rapport sexuel. L'alliance entre le mât mâle et le mât femelle est conçue comme un rapport sexuel. Et on plante ce mât dans la terre. Une alliance, d'accord ? Donc, et quand le souverain décède, par exemple, ou lorsque le mât tombe, on traite ce mât comme un cadavre royal. On va aller, entre guillemets, l'inhumer dans un lac plus ou moins asséché du côté d'Ambatuaran, c'est-à-dire on le traite comme le corps du roi. Vous avez vu peut-être Kantorowicz, hein, les deux corps du roi. Ce mât, c'est famantaranga. On utilise vraiment le terme de symbole. Ce mât, c'est le symbole du souverain. Et quand il est érigé, ça veut dire qu'on a érigé un représentant vivant de l'ensemble des ancêtres des clans du royaume. D'accord ? Donc c'est vraiment une cérémonie qui est centrale. Alors voilà, là par exemple, on va jeter dans la Mahavav les copeaux de bois qui ont été coupés. Là, vous avez Ahmad qui est le Toponirodzu, c'est-à-dire c'est lui qui est chargé d'apporter et de fabriquer les cordages. C'est le passage des mâts qui est à Ambiloubé. Il est originaire d'Ansimbunj, dans la vallée de la Mahavav. Là, vous avez, là c'est en Batuaran, c'est-à-dire vous avez par exemple des groupes d'origine Anzoat qui vont être chargés de fabriquer les potions, les breuvages de miel qui vont permettre de purifier les bois avant qu'ils ne soient réunis et plantés dans la terre, donc en Batuaran. Bon, là, c'est évidemment l'érection du mât. Vous voyez que ce sont des opérations techniques complexes, hein, d'ériger des mâts aussi grands. Là, vous avez des femmes nobles qui portent dans leur cruche la potion Manje Siraf, qui a été fabriquée par l'Anjamba Vinseng, qui est donc la princesse du mât, qui en fait appartient au clan Zafmangaeri, qui contrôle rituellement la Mahavav, le fleuve Mahavav par exemple. Et donc c'est elle qui va aller chercher de l'eau dans le fleuve Mahavav avec du riz blanc non cuit mélangé avec du miel, etc. Donc c'est une sorte de potion magique, hein, donc on va asperger le mât pour le protéger. Voilà, là vous avez le grimpeur, hein, évidemment. Quelles sont les photos que je ne vous ai pas présentées? Voilà, Ansama Avelung. Transport pieds nus, sans chapeau, d'accord, au moment du zénith, bien souvent, pendant près d'une centaine de kilomètres en quelques étapes. On peut dire que c'est une épreuve physique. Hein. Je ne sais pas si vous avez marché sur du goudron pieds nus. À midi, c'est difficile, même si vous avez beaucoup de cornes. Hein. Ça fait très mal. Hein. D'accord. Donc, le fait qu'on souffre physiquement, c'est assimilé, si vous voulez, au service royal. Alors, être le sujet du souverain, c'est aussi prendre sur soi la souffrance corporelle de rendre service au souverain. D'accord ? Ça fait partie du job, j'allais dire. Non, hop, je vais remonter plutôt. Voilà. Donc, à la fin, lorsque le mât est dressé en Batuaran, donc vous voyez toute la foule, hein, vous avez le souverain qui est porté en palanquin et qui fait le tour du mât, porté par ses conseillers royaux, généralement roturiers. Donc, il fait le tour 8 fois encore, on trouve le chiffre 8 hein, du mât. Le roi, si vous voulez, les 3 derniers jours,
il est enfermé dans son douane, dans son palais résidentiel en Batwaran. Il n'a pas le droit de rentrer en contact visuel avec le mât. Et de toute façon, tout au long du cycle rituel, le souverain n'a pas le droit de rentrer en contact parce que, d'une certaine manière, c'est la fabrication du corps du souverain qui est à l'œuvre. D'accord ? C'est la personnification du souverain à travers le mât. Voilà, donc les images, hein, vous voyez, il y a plus de 10 000 personnes. Hein. C'est tous les villages environnants. Vous avez aussi des officiels hein, qui sont invités, de l'État malgache, de l'ambassade de France, etc. Et ça, ce sont les rituels du Tsangatsen des 20 dernières années. Hein. Donc, maintenant, c'est une périodicité de tous les 5 ans. C'est plus compliqué que ce mois parce qu'en fait, chaque année, vous avez des visites cérémonielles à faire. D'abord, il faut se rendre en Davaka, dans le massif de l'Ankarne, pour commencer un premier cycle, la première année. Il faut se rendre sur le tombeau des premiers souverains et demander l'autorisation d'initier le Tsangatsen. Et puis ensuite, on va faire des prières à Nosimitsu, en Pasindav, parce que c'est le lieu de repli et de refuge des Ankarnes au XIXe siècle, quand ils ont voulu échapper aux armées mernes dans la région. D'accord ? Et ils ont, si vous voulez, pour les Ankarnes, ils ont survécu, entre guillemets, à leur conflit avec l'État merne au XIXe siècle, parce qu'ils ont réussi à faire une alliance avec les Français. D'accord ? Ce qui est intéressant, donc 1840, installation des Français à Nosibé, sur l'archipel de Nosibé, il y a un traité hein, qui valide la cessation des îles, signé par les rois en Tancarne. Ce qui est intéressant, c'est que les raisons pour lesquelles, si vous voulez, au XIXe siècle, alors là c'est un petit point d'histoire, hein, parce que j'ai fini le Tsangatsen, les raisons pour lesquelles les Antankarnes se convertissent à l'islam. Parce que l'islam sunnite et ensuite l'islam soufi des confréries Chadili. Vous avez, si vous voulez, au XIXe siècle, les campagnes de Radam, dans les années 1820, c'est-à-dire en gros, le royaume merne fait une alliance avec les Britanniques, par l'intermédiaire du gouverneur Farquhar de l'île Maurice. Le deal est le suivant. Les Britanniques veulent interdire la traite esclavagiste dans l'océan Indien. Et donc, ils veulent faire cesser l'exportation d'esclaves depuis Madagascar. Pas l'importation. C'est pour ça que les Makwa, c'est-à-dire les Africains, les esclaves africains originaires de la côte orientale, vont arriver en grand nombre au XIXe. D'accord ? Donc, on veut faire cesser l'exportation des Malgaches esclavagisés. En échange, des transferts de technologie, en échange la christianisation, l'alphabétisation, une proto-industrialisation, etc. etc. D'accord ? Du coup, vous avez les armées mernes qui sont réorganisées un peu sur le modèle napoléonien avec des instructeurs comme Hastings, etc. Et vous avez des campagnes qui visent les principales embouchures pour installer et implanter des garnisons afin de faire cesser la traite exportatrice, pour faire respecter le traité avec Farquhar, avec le gouvernement britannique. Dans un premier temps, les armées de Radam arrivent dans le nord, en Tancarne. Et les gens le reconnaissent, ça se passe relativement bien, parce que les Antancarnes ne sont pas impliqués dans la traite exportatrice. Donc du coup, vous avez le roi de Sialan qui accepte d'être intégré dans le cadre d'une forme d'administration indirecte au royaume merne en construction de Radam. Et donc vous avez les notables Antancarnes qui deviennent des rouages essentiels de l'appareil d'État en construction du royaume de Madagascar. Et donc vous avez, alors il faudrait que je retourne sur la carte. Fameuse carte, voilà. Vous avez, dans les années 1820, le royaume Antancarne qui se déplace du côté de Vohemar sur la côte est. Et vous avez les groupes de descendance Antancarne, vous avez le souverain qui installe son douane du côté de Vohemar sur la côte est, pour une raison extrêmement simple, c'est que le royaume de Madagascar leur a délégué le contrôle de l'exportation de zébus vers les Mascareignes. Donc vous avez le commerce de zébus, le développement de la Réunion nécessite beaucoup de viande, hein. Et donc vous avez les Antancarnes qui contrôlent ce commerce de zébus à l'exportation, donc le royaume se déplace du côté de Vohemar. Et puis Radam meurt, c'est sa veuve qui prend le pouvoir en s'alliant avec l'oligarchie roturière Houve. Donc vous avez des transformations dans les alliances entre les élites du royaume de Madagascar. Et là, on passe d'une administration indirecte à une administration directe du royaume de Madagascar. Ça veut dire qu'en fait, la garnison sur Vohemar reprend le contrôle du commerce de zébus. C'est dans les archives. Et les Antancarnes ne l'acceptent pas.
Et donc ils se révoltent. Ils se révoltent, ils rentrent en conflit armé, et progressivement ils vont être repoussés, et ils vont se réfugier sur l'île de Nosimitsu. Au passage, ils vont se réfugier dans la forteresse naturelle du massif de Lankarn. Et donc vous avez cet épisode qui est raconté par les traditions orales, où le roi fait un tsakafar, un vœu rituel. Il a à ses côtés, l'influence de l'Empire romanais de Zanzibar au XIXe siècle est très importante, parce qu'il a déjà à ses côtés des Manantan, des conseillers roturiers qui sont originaires de Zanzibar, d'accord, du village d'Anjan Fanzav, Manantan Rubia, qui va accompagner le roi à la réunion quand il va faire une alliance avec les Français, etc. Mais d'abord, on passe par Zanzibar. Donc on envoie si vous voulez, on fait ce tsakafar. Le tsakafar, avec ses conseillers qui sont déjà islamisés, consiste à dire, si jamais on arrive à s'en sortir vivant, je me convertis à l'islam sunnite. D'accord ? Voilà, c'est l'origine du vœu rituel et de la conversion des Antankarnes. Et donc, ils arrivent à s'en sortir vivants. Dans les traditions orales, il y aurait une éclipse qui serait apparue. En fait, ça ressemble beaucoup au refuge du prophète avec Abu Bakr dans la grotte, dans le Coran. Il y a des parallèles qui sont intéressants. Et donc, vous avez un refuge sur Nosimitsu de la royauté Antankarne. On envoie des émissaires à Zanzibar, parce qu'on se convertit, et on envoie des émissaires à Zanzibar pour demander l'aide de l'Empire romanais. Cette demande d'aide échoue, et donc on se tourne vers les Français. D'accord ? Et au début 20e, vous aurez une deuxième vague d'islamisation qui là passera par les confréries soufis, les Tariqi Chadili notamment, avec le développement d'un culte des saints au sein de la royauté Antankarne, où les souverains Antankarne vont être considérés comme des saints dans leur nécropole royale, en Nzumba Vola, en Batwaran, mais dans le cadre de l'islam. Shaféite. Alors, donc ça, c'était la petite parenthèse pour comprendre, si vous voulez, les transformations du système rituel parallèlement aux événements historiques. Alors, combien de temps il me reste ? Peu de temps ? Voilà. Voilà, parce que j'aimerais bien discuter. En fait, j'avais beaucoup de choses à aujourd'hui. Voilà, j'ai dit voilà, je vous ai présenté qu'un quart de ma présentation. Alors, je vais synthétiser, hein, évidemment. Je vais synthétiser. Donc, la particularité du royaume Antankarne, c'est la plasticité de son système rituel vis-à-vis du cours historique, des conjonctures historiques. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire, je vous ai dit, le moment fondateur, c'est le fait de ne pas avoir accès aux armes et aux munitions et de ne pas avoir la traite esclavagiste pour reproduire les institutions sakalaves. Donc on est obligé d'inventer autre chose. Et donc, en fait, on invente une forme de démocratie clanique où le Tsangatsen est central comme cérémonie rituelle. D'accord ? Et où le roi ne peut pas régner, ne peut pas gouverner sans l'aide de ses conseillers roturiers et nobles, c'est-à-dire des représentants des clans constitutifs du royaume. Et ça, c'est un fait central, c'est-à-dire que le roi tout seul est nu. Alors que chez les Sakalaves, le roi n'a pas besoin des représentants des clans nobles et roturiers puisqu'il a une administration à son service, constituée notamment d'esclaves royaux. Donc c'est vraiment une différence centrale. Mais du coup, vous avez les Antankarnes, et je terminerai donc là-dessus, qui vont beaucoup plus intégrer les étrangers dans leur gouvernement et qui vont adapter leur politique rituelle, si vous voulez, aux conjonctures historiques. On l'a vu, on va se convertir à l'islam, par exemple, au XIXe siècle. Mais dans les années 1990, on va acculturer un culte de possession, Chumba, qui vient de la région d'Analalav, d'accord ? Les points 1 et 2, d'accord ? Donc ça, c'est la royauté Sakalave, d'Analalav. Vous avez un culte des Chumba Andran, et parce que les Chumba Andran, en fait, c'est une branche dynastique Zafid Foots, originaire de Marangibat, le point 1, d'où est originaire aussi le clan royal Antankarne. On va récupérer ce culte de possession et on va l'installer aux embouchures de la Mananzeb et de la Mahavav dans les années 90. Et donc, on va pouvoir s'adresser à une branche dynastique royale qui n'a jamais régné, qui n'a jamais gouverné,
d'accord, le royaume, mais on va pouvoir traiter, si vous voulez, ces ancêtres royaux et s'adresser à eux pour demander de la bénédiction. Donc une source de légitimité et d'autorité supplémentaire. Et ça correspond exactement au moment historique où vous avez des entreprises qui cherchent à s'implanter dans la région, sur le littoral. Donc on essaye de construire un contrôle des terres rituelles en écho à l'implantation, par exemple, de projets d'aquaculture. D'accord ? Donc vous avez une correspondance comme ça qui est intéressante. De la même manière qu'on va intégrer les migrants musulmans durant l'entre-deux-guerres, qui viennent des Comores ou qui viennent du sud-est en Témour, par le développement des confréries chadili. C'est-à-dire toute cette main-d'œuvre qui est attirée sous la colonisation dans le nord pour travailler dans les plantations, on va l'intégrer au royaume en développant l'islam confrérique chadili. Et d'une manière très intelligente, au sens où vous avez le souverain en tant qu'arme de l'époque qui va échanger l'éducation de son fils avec celui d'un grand dignitaire religieux, confrérique, pour pouvoir instituer les souverains en tant qu'armes de l'époque convertis à l'islam comme des saints, avec des pèlerinages aux tombeaux annuels qu'on appelle les ziyars et qui ont toujours lieu. Et ça permet d'intégrer, si vous voulez, les musulmans de la région. Donc on a une politique rituelle extrêmement ouverte qui permet de brasser les populations qui ne sont pas forcément affiliées au clan et au groupe de descendance en tant qu'armes constitutives du royaume. Et donc vous avez cette politique d'intégration des allochtones, d'une certaine manière, qui passe par une diversification des cérémonies rituelles. Ça, c'est un point qui est fondamental. Alors que les Sakalaves n'en ont pas besoin. Et donc, paradoxalement, et je terminerai là-dessus, parce que je préciserai des choses dans la discussion, paradoxalement, si vous avez une formation politique précoloniale aujourd'hui à Madagascar, qui est parmi les plus dynamiques au niveau de son organisation et de son autonomie relative, vous la trouvez dans le nord parmi les Antancarnes. C'est-à-dire que si vous regardez, bon, ça persiste encore chez les Sakalaves, le Fitampua, etc. Mais vous n'avez pas cette unité politique, si vous voulez, qui a survécu à la colonisation. Parce que par exemple, les rois Antancarnes qui ont fait le choix de la France à la fin du 19e, ça ne s'est pas passé de manière, j'allais dire, indolore. C'est-à-dire vous avez des frères du souverain qui, fin 19e, eux font le choix du royaume de Madagascar et s'allient avec les Mernes. D'accord ? Vous avez Mamba, le frère du souverain de Tialan de l'époque, qui va être arrêté et emprisonné, déporté à Sainte-Marie par les Français, par exemple, parce qu'il a pris les armes contre les Français et contre ses frères en tant qu'armes, avec ses troupes et avec son clan. D'accord ? Donc vous avez toujours des fractures comme ça dans le royaume, c'est une démocratie clanique, donc les gens qui ne sont pas d'accord, ils votent avec leurs pieds, si vous voulez. Mais ce qui est intéressant, c'est que les Antancarnes ont joué la carte de l'Alliance pour pouvoir reproduire leur royaume au sein de l'appareil d'État en construction à l'échelle de l'île. On l'a vu avec Tsialan, avec le commerce de Zébu, mais on l'a vu sous la colonisation, c'est-à-dire que les rois Tsialan, Lambouane II et Tsialan III sont tous des gouverneurs indigènes à titre politique sous la colonisation. Tsialan III, il a invité en France par René Coty, par exemple. C'est lui qui va négocier l'implantation de l'usine du canne à sucre et la fondation de la ville de la Sirama. D'accord ? Donc vous avez des politiques comme ça qui permettent de développer le royaume à l'intérieur de l'appareil d'État. Si vous regardez dans les années 90, le vice-premier ministre, général Akram, c'est le cousin croisé du souverain Antancarne. Oui. Qui peut aller contre l'organisme d'État. Ça veut dire que si quelqu'un a un conflit avec un descendant ou peu importe en tant qu'arme, la police ne sera pas forcément ne le défendra pas parce qu'au-dessous, il y a une influence d'un... Alors c'est compliqué. C'est compliqué. Le roi
actuel est un ancien commandant de la gendarmerie à la retraite. Par exemple. Voilà, donc il peut jouer des deux registres. Voilà. Alors, c'est vrai que, par exemple... On ne comprendra pas pourquoi une plainte n'aboutira pas. Officiellement, on fera traîner, on ne vous donnera pas de raison, mais par en dessous, c'est à cause de ces clans. Alors, je reformulerai les choses autrement. C'est-à-dire, Madagascar n'est pas un pays capitaliste. Et donc, il n'y a pas d'état de droit libéral. Parce que ce n'est pas un pays capitaliste. Pourquoi ce n'est pas un pays capitaliste? Mon hypothèse, essentiellement, c'est parce que les clans et les groupes de descendance ont survécu. Et ce qui fonde l'unité des groupes de descendance et des clans, c'est le contrôle de biens patrimoniaux indivis. Historiquement, ça a été des terres, ça a été des troupeaux de zédus. Aujourd'hui, pour aller dans votre sens, c'est du capital social. C'est-à-dire des réseaux. Des réseaux dans l'appareil d'État, des réseaux dans la vie économique des entreprises, etc. Et pourquoi ce n'est pas un pays capitaliste? Parce que si vous regardez l'incorporation au capitalisme de la plupart des pays de la planète, ça passe d'abord par la marchandisation des biens, évidemment. Alors ça, le commerce marchand dans la région nord, on connaît ça depuis des siècles, donc ce n'est pas un souci, d'accord? Mais surtout, ça passe par la marchandisation de la force de travail, sous la forme du salariat. Or, à Madagascar, vous avez à peine 15% de la population qui est salariée. Déjà. Mais surtout, le point le plus important, on devient réellement un pays capitaliste quand vous avez les terres qui deviennent des marchandises. C'est-à-dire marchandisation de l'environnement. Les terres deviennent des propriétés privées, immatriculées, bornées, etc. Or, il ne faut pas oublier que dans les années 90, vous aviez plus de 90% des terres à Madagascar qui relevaient du domaine public de l'État. L'urbanisation importante des 30 dernières années a transformé ce rapport, mais je crois qu'on en est encore à 60-70% des terres qui, légalement, n'appartiennent à personne, qui sont du domaine public de l'État. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que les gens ne sont pas installés sur des terres et ne se les approprient pas, mais ça veut dire qu'ils se les approprient en tant que clan et groupe de descendance résidentielle. Et donc, à travers le droit coutumier. Et donc, à partir de pratiques ancestrales, dites ancestrales, qui relèvent de l'organisation de ces formations politiques précoloniales. Et c'est ce point, bien souvent, que les étrangers ont du mal à comprendre à Madagascar. C'est que, contrairement à d'autres pays, il y a une forme de résistance très forte à la marchandisation des terres à Madagascar. Or, les terres sont le premier patrimoine indivis qui est l'infrastructure des groupes de descendance et des clans, via les tombeaux aujourd'hui, notamment. Et ces biens patrimoniaux ont évolué, évidemment. Comme je vous l'ai dit, je pense que le bien patrimonial le plus important, c'est le capital social. C'est le carnet d'adresses, c'est le réseau de relations, aujourd'hui, qui est géré à l'échelle du clan et du groupe. C'est-à-dire que vous êtes redevable en tant qu'individu affilié à un groupe de descendance ou à un clan de la réputation de votre groupe. C'est-à-dire que votre comportement ne doit pas ternir la réputation dans les services que vous rendez ou dans les services qu'on vous rend. Parce que sinon, ça met en péril, si vous voulez, ce capital social qui est géré à l'échelle collective et qui permet un accès à des ressources, à des formes de contournement de l'état de droit, etc. Mais parce que vous avez ces réseaux de parenté, en fait, qui sont essentiels et qui sont les briques constitutives des formations politiques précoloniales, qui ont survécu dans l'appareil d'État, d'abord colonial et ensuite post-colonial. Et ce n'est pas un hasard si, en fait, le capitalisme à Madagascar n'est présent massivement, en priorité, qu'à travers les diasporas. Diaspora indienne, diaspora créole, diaspora française, ce que j'appelle les diasporas, c'est-à-dire des étrangers qui sont venus s'installer et vivre à Madagascar sur plusieurs générations, mais qui conservent leur culture d'origine aussi. Et que si vous regardez le capitalisme commercial, parce qu'il y a très peu de capitalisme industriel à Madagascar, c'est d'abord soit une forme de capitalisme agraire, qui est aussi limitée, soit surtout une forme de capitalisme commercial, ce qu'on appelait l'économie de traite auparavant. Vous apercevez que
les entreprises qui contrôlent ce capitalisme, pour l'essentiel, sont d'origine diasporique. Voilà. Donc on peut saisir ainsi l'importance de ces formations politiques précoloniales qui, pour certaines, ont réussi à survivre, si vous voulez, au changement de paradigme historique. Et là, je vais vraiment m'arrêter là pour que plus. Mais je vous remercie pour votre question qui lance justement la discussion.